Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés devant votre poste pour suivre l'émission avec nous. Bonsoir à la communauté qui nous regarde sur Facebook. Et puis bonsoir à tous les nouveaux qui nous regardent donc sur Orange, sur le canal 42 depuis à peu près un mois. Voilà, bonsoir Philippe, Maître Philippe Saint-Cyr, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir, j'ai vu que Mano, tu fais attention, n'est-ce pas? Cette fois, on a une représentation de la gente féminine. Attention, parce que tu as vu comment les mouvements féministes montent en action. Hein, je m'attendais un jour à ce que nous ayons quelques problèmes à l'entrée de ton immeuble. Alors, on revient sur le livre de notre ami, s'il vous plaît, pour qu'on puisse en dire deux mots. Voilà, Réflexion libre sur l'octroi de mer. Donc, c'est signé, il est de Philippe Saint-Cyr et de Bruno Marquez. Oui, donc, nous avons reçu beaucoup, mon cher maître, beaucoup d'appels des gens qui voudraient acheter le livre. Et la dernière fois, tu expliquais que c'était sur Internet et que quelques personnes qui voudraient le livre pourraient l'avoir. Il fallait simplement se... Sur Librinova, oui. Voilà. Mais je t'ai porté quelques exemplaires. Voilà. Donc, vous pouvez... Voilà. Et en fonction du nombre de personnes qui seraient intéressées, je passerai les commandes à Librinova. C'est ça. Parce qu'il n'édite plus sur papier. Tout à fait. Donc, ce sont les auteurs seuls qui peuvent commander. Donc, je vais... Il n'y a pas de souci. Étant entendu qu'on a nos groupes de travail travaillent intensivement sur l'octroi de mer dans les perspectives ouvertes à l'heure actuelle de réforme. Alors, pour terminer sur ça, dire aux téléspectateurs, téléspectatrices qui ont appelé cette semaine, qui peuvent venir à Zouk Télévision, tu as apporté une certaine quantité, 5 exemplaires, donc les 5 premières personnes qui viendront, pour la somme modique de combien 11 euros ça va? Prix coûtant, 11 euros. Bon, alors, prix coûtant, 11 euros. Voilà, et si ils ont bénévole. S'il y a d'autres personnes qui veulent toujours, eh bien, pas de souci, ce sera fait avec plaisir. Bonsoir, monsieur le rédacteur en chef de ce journal qui a 100 ans, et plus que 100 ans, 1920. 101 ans. 101 ans. Michel Branchy, bonsoir. Merci d'être avec nous, Michel. Bonsoir à toutes et à tous. J'étais très heureux de participer avec nos réflexions à la conscientisation, puisque c'était ça un petit peu l'objectif de justice, en vérité, créé en 1920. Et qu'il essaie de poursuivre, bien sûr, avec les moyens qu'il a, en 2022. Bien, merci beaucoup. Nous parlerons de beaucoup de choses que je format coupé martiniquaise. Bon, enfin, on a pas mal de choses à dire ce soir. Hein. Bonsoir Charles Chamaz, bonsoir, qui représente lui-même, hein, puisqu'il a écrit aussi un livre. Hein. Et puis il représente aussi le PPM. Très modestement, oui, voilà. Bonsoir, voilà. Merci Mano pour ton invitation. Tu vois, ça m'a un acteur américain. Ouh là 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 là. Oui. Il paraît que c'est une couverture post-moderniste. Bon. Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais la gueule dessus? Tu aurais pu sourire, ça serait plus agréable. En fait. Et oui, et puis je suis là effectivement en tant que contributeur modeste au Parti progressiste martiniquais. Voilà, le progressiste donc qui apparaît. Voilà. Je voulais juste faire un petit mot de solidarité aux femmes iraniennes qui se battent ces jours-ci pour une cause qui est vraiment admirable, celle simplement de la liberté et celle de la plus simple expression de cette liberté-là, c'est-à-dire la possibilité de ne pas porter de voile. Voilà ce qu'elle demande. Et là, le régime des mollahs les maltraite, les emprisonne, il y a des morts. Enfin, bon, on ne se rend pas compte à quel point ces personnes sont courageuses. Et j'ai vu Mme Arnaud faire une manifestation, me semble-t-il, sur la savane pour être solidaire vis-à-vis de cette cause. Je le suis entièrement et profondément et bon, je voulais témoigner de cette solidarité-là. Béatrice est en train de sourire, elle est en train de se dire, mais c'est mon dada, pourquoi c'est lui qui en parle? Bonsoir Béatrice Béli. Bonsoir aux téléspectatrices et bonsoir aux téléspectateurs. Je souris parce que j'aurais apprécié dans cette solidarité voir Charles hier au kiosque Guédon à Fort-de-France. Il était en plénière, il était partout. D'accord. Merci. Quelle solidarité. Donc je tiens à dire évidemment que, la Fédération socialiste de Martinique que je représente était évidemment présente à la manifestation organisée par l'association Culture Égalité notamment,
parce que certaines personnes ont eu tendance sur les réseaux et même en commentant la presse à dire mais qu'est-ce que vous en avez à faire des femmes iraniennes, elles ne savent même pas que vous existez. Mais il faut rappeler que les féministes militent pour toutes les femmes. C'est aussi une idéologie à partir du moment où il y a des femmes qui peuvent, et des hommes évidemment, mais là en l'occurrence c'est des femmes qui peuvent être privées de liberté, qui peuvent être privées de droit d'expression, parce que je pense que quelque part elles ne militent pas simplement pour la question du voile, elles militent aussi pour leur place au sein de la société iranienne. On ne va pas faire quelque chose de long là-dessus, mais la société iranienne est particulière, c'est des chiites, enfin ils ont normalement aussi une vision de la religion qui était censée être plus souple. Or là, les Iraniennes sont sous le joug évidemment d'une théocratie, donc d'une organisation liée fortement, si ce n'est totalement, à la religion. Bon. Et à partir du moment où on gouverne avec la religion, c'est qu'on a un problème. Voilà. Un petit mot. Deux théocraties dans le monde, l'Iran et Israël. Deux théocraties. Et puis l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, je ne sais pas, mais l'Iran et puis l'Israël certainement. Et aussi, il y a Madame Agazinski-Jospin, la femme de Lionel Jospin, qui est une philosophe, qui a écrit un ouvrage que j'ai eu en main, dont je ne me rappelle pas du titre, et qui a vraiment expliqué en quoi toutes les religions, en tout cas les religions monothéistes, soumettaient la femme à l'homme. La femme ne peut être que mère de Dieu, la femme... c'est une démonstration qui était limpide, et je regrette, je cherche, si jamais un téléspectateur peut me rafraîchir la mémoire, parce que c'est une dame brillante, et j'ai déjà cherché l'ouvrage, je ne le trouve pas. Oui. Non, voilà. Je trouve que c'est pas mal quand il y a des hommes qui parlent du patriarcat. Mais il y a des hommes féministes. Heureusement. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi une pensée pour un journaliste de Martinique Première, qui est décédé, s'appelle André Kionkion. Il est décédé mercredi 28 septembre à l'âge de 62 ans. Journaliste, reporter d'images à Martinique la Première, amateur d'archives, chercheur sur l'histoire et la culture. C'était aussi un militant de la transmission patrimoniale. Il avait comme credo des valeurs comme le respect, la tolérance et une élévation spirituelle, toujours au service des autres. Il a mis en valeur les yoles, en écrivant 2 ouvrages sur ce patrimoine martiniquais regroupés sous le titre de « Une autre histoire maritime à la Martinique », l'histoire croisée des yoles. On pourrait dire beaucoup de choses parce que c'était, je crois, on peut dire qu'il était un petit peu philosophe aussi. Il a écrit La pute des hérétiques. C'est son premier ouvrage d'ailleurs. C'est son premier ouvrage, qui est consacré aux luttes entre catholiques et protestants qui s'affrontent autour d'enjeux économiques et dynastiques. En tout cas, voilà, on a une pensée pour sa famille et puis salue ce combattant de l'information, comme Michel a souvent... Oui, j'ai eu l'occasion de l'approcher. Puisqu'il s'intéressait beaucoup au sport, je l'ai vu notamment couvrir des manifestations de karaté. Bon. Puis dans d'autres circonstances. Effectivement, il se balait toujours dos avec sa caméra à l'épaule. Il est de la génération de RFO Martinique Première, où les reporters se déplaçaient, il y avait le reporter et le caméraman. Bon. Ça a évolué, maintenant il y a des reporters qui sont à la fois caméraman et reporter. Mais il faisait partie de cette génération qui travaillait comme ça. Et on les appelle des JRI, journalistes reporters d'images. Exactement. Voilà. Mais c'est peut-être les petites chaînes qui ont lancé ça, parce que tout à fait. À RFO, ils avaient de quoi, la voiture se déplaçait avec le chauffeur, le sondier pour le son, le caméraman et la journaliste. Toujours 4 personnes dans la voiture. Oui. Alors qu'à TV et puis les autres chaînes, comme Zouk TV aussi. C'est une économie de moyens, ça. Oui. Alors, avec des avancées technologiques. Voilà. C'est surtout ça. Oui. Enfin, moi, j'ai été interviewé par Martinique Première. Il y avait 2 personnes, tandis que via TV, la petite dame est arrivée avec son téléphone et elle a fait le reportage. Parce que ce que je voulais simplement ajouter, en plus, ce qui m'avait rappelé, c'est qu'il était extrêmement curieux. Comme par ailleurs, ce sont des disciplines peu connues. Donc il interrogeait beaucoup sur l'arbitrage, etc. Donc, il y a des disciplines qui sont beaucoup plus connues, là, comme le football, etc. Mais notamment le karaté,
les règles de compétition n'étaient pas connues. Il était très curieux. Bien. Juste quelques mots, parce que je l'ai rencontré relativement souvent. C'était un personnage, un professionnel d'ailleurs. Il donnait des indications, il donnait ses avis aux journalistes. Mais il était très ouvert. Je ne sais pas, dès que je le voyais, il y avait un contact qui se mettait. Et on sentait que c'était une personne extrêmement intéressante. On peut, pour employer un terme actuel, on peut dire au niveau de l'éthique que c'était une belle personne. Que j'appréciais beaucoup. Très bien. Et Béatrice ? Oui, un brillant journaliste, un curieux, un historiographe, parce qu'il s'est beaucoup évidemment intéressé à l'histoire de la Martinique, beaucoup également intéressé en fait à l'histoire de la culture maritime de la Caraïbe du Sud, d'où le fait qu'il écrit notamment sur les yolles, mais également sur les vieilles embarcations dans la Caraïbe, et puis sur, parce qu'on n'en a pas l'impression, mais sur ces échanges, ces migrations qui s'organisaient dans la Caraïbe. Donc nous, on a eu beaucoup l'occasion d'en discuter et de discuter des influences finalement que l'on a les uns avec les autres. Et je rajouterais à Belle Personne que c'était une personne bienveillante. Voilà. Donc son regard était bienveillant et son attitude était bienveillante. Et donc je présente à ses collègues et à sa famille mes plus sincères condoléances. Alors, son dernier livre, Très cher et vulnérable pensée, était une réflexion prémonitoire. L'homme naît avec un vide qu'il ne peut remplir lui-même. Mystère que notre très cher et vulnérable pensée cherche à combler vainement. C'était de la poésie. Oui. En l'occurrence, c'est un ouvrage de poésie. On dirait presque qu'il est gourmand, je ne sais pas. C'est ça. Vous avez un monopole dans le domaine. Poésie et s'il ne l'est pas totalement, il est en partie. En partie, voilà. Encore, on parlera maintenant de notre gourmand. Alors, Serge Letchimy appelle l'opposition à travailler en commun. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Michel va me dire peut-être, on va écouter tout le monde là-dessus. Mais regardez les images pour ceux qui n'ont pas vu de quoi je parle. J'ai pensé que ça valait le coup de parler de ça ce soir. Parce que très souvent, on a l'impression que tel parti de majorité ne souhaite pas travailler des fois avec les gens de l'opposition. Alors que là, il y a des mains tendues. Donc maintenant, est-ce qu'on va saisir ces mains ? On verra, c'est l'avenir qui nous le dira. On regarde Grégory. Je suis prêt à serrer la main à Daniel Marie-Sainte pour travailler. Mais lui, est-ce qu'il est prêt? Je ne crois pas vraiment, mais j'espère que tu suivras l'exemple de Boutrin. Je suis prêt à donner la main à Catherine Conconne pour travailler ensemble pour le peuple martiniquais. Je suis prêt à donner la main à Marcelin Nadeau. S'il est prêt, il est prêt, mais s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Mais au moins, je vais être ni bord. Je vais dire, il faut qu'on note ça, je vais être ni bord. Je suis prêt aussi à donner la main à ceux et celles qui veulent que la Martinique évolue et qui ne soit pas enfermée dans des mécanismes de spéculation coloniale depuis 300 ans. Et dans les petits clubs en bateau ou dans les bars et les restaurants commencent à diffuser des messages anti-évolution du Congrès, la Martinique ne pourra pas rester bloquée. Il faut absolument, et c'est Philippe Edmond Mariette qui avait dit ça un jour, il faut péter le plafond de verre. Et puis, en cassant le plafond de verre qui nous bloque complètement dans le système tant institutionnel que local, parce que le problème n'est pas qu'à Paris, le problème est ici, avec une économie de comptoir qui existe et qui exploite tout, y compris la vieillesse qui arrive, y compris notre énergie, notre vent, de manière la plus stupide et la plus radicale possible, en profitant d'un système. Est-ce que vous voulez rester comme ça? Non. Donnons-nous la main et à ce moment, on avancera. Merci beaucoup. C'était très clair le discours de M. Serge Letchimy, président du conseil exécutif. Alors Michel, on commence par toi, si tu veux bien. Est-ce que c'est pas bien qu'un nouveau président tende la main à tout le monde pour le bien-être de toute la Martinique? Bon, je dirais que... Il n'y a pas d'élection en vue. Bon, je dirais que... Il y a deux manières d'aborder ce type d'appel. Bon. On peut l'aborder sous l'angle d'une manœuvre politique qui vise à rallier les opposants pour obtenir un effet bénéfique pour l'intéressé. Bon, moi, je ne sais pas dans quel contexte et sur quel sujet
cet appel a été donné, mais moi je me mets dans, il a quand même parlé du Congrès des élus. Il a parlé du Congrès des élus. Donc c'est la question institutionnelle. Et moi, ce que je dirais simplement, c'est qu'à un moment donné, au-delà des différences d'approche qu'on peut avoir sur cette question-là, comme c'est une question, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, depuis les années de la Convention du Morne Rouge, que c'est qu'une question pour notre journal et pour mon parti fondamentale, il faudra bien un jour ou l'autre qu'il y ait un consensus martiniquais sur cette question, parce que nous avons vécu 2 expériences négatives, l'une en 2003, où à quelques voix près, la collectivité unique, à l'époque, a été repoussée, et l'une en 2010, où une petite autonomie très modérée a été également repoussée. Alors, il faudra se donner les moyens pour, à un moment donné, sur un projet donné, que, au-delà même des élus, la société civile, les Martiniquais, se mettent d'accord, parce qu'effectivement, sur ce point de vue, Richie a raison, c'est pas seulement en France, c'est ici aussi qu'il faut construire une majorité d'idées. Voilà. Philippe, qu'est-ce que tu penses? Oui. Alors là, moi, ce qui m'étonne, actuel, c'est que autour de moi, je dépasse un peu la problématique, je m'aperçois que j'ai beaucoup de camarades avec lesquels je travaille, qui, parlant, n'est-ce pas, de cette démarche qui est actuellement enclenchée, on dit, oh, on n'y croit pas, c'est de la com, on est déjà dans cela. Et vraiment, je dois dire qu'en tant que vieux Martiniquais, je suis véritablement chagriné et révolté. Réfléchissons. On a vraiment un alignement de planètes. Okay. Il y a eu, bien sûr, la présidence des régions ultrapériphériques par Serge. Ensuite, à cette occasion-là, les ultramarins se sont rencontrés. Il y a l'appel de Fort-de-France. Et il y a en plus, au niveau hexagonal et général, un mouvement voulant approfondir la décentralisation. OK ? Donc, le moment est venu. Pour nous, je ne pense pas qu'une pareille situation puisse se retrouver. Le moment est venu pour nous de réfléchir à notre situation, de réfléchir à notre avenir, de réfléchir à notre devenir et que nous puissions rétablir certaines vérités et que nous puissions nous-mêmes nous comprendre et comprendre les défauts que nous avons. Échanger le regard que l'on peut se porter sur moi-même et que l'Hexagone porte sur nous parfois un regard méprisant et qu'il faut corriger. Alors, je sais, je l'avais dit la dernière fois, Patrick Chalmazo a parlé du syndrome du poulailler, mais moi je parlais du syndrome du paresseux. Je m'entends. Le paresseux, c'est l'animal qui est très lent et par conséquent qui ne s'arrive jamais à réagir, à saisir le bon moment. Je crois que pour nous, Martiniquais, le moment est venu d'aller dans cette direction, de réfléchir à tout ce qui peut être fait. Les projets de réforme et d'avancée et d'émancipation, tout est sur le tapis. Bien. J'en ai terminé. Je crois qu'il faut partir de ce constat. Voilà. Le constat, c'est qu'il ne faut pas, éventuellement, et quand les choses seront clarifiées, sur le projet, parce que je pense quand même qu'il faut une base, il ne faut pas rater une fois encore, parce que les occasions ont existé. Il ne faut pas que ce soit une fois encore un moment raté. Pour que ça ne soit pas un moment raté, alors bon, pour moi, je le dis, c'est de la com, bien sûr que c'est de la com.
un homme politique. Et c'est normal d'appeler chacun à faire cet effort de travailler ensemble. Le fait est qu'ils sont dans une assemblée, qu'il n'y a pas d'enfants, donc chacun va assumer ses responsabilités et va mettre ce qu'il a envie de mettre. On ne pourra pas forcer de toute façon les gens à travailler s'ils ne veulent pas travailler, s'ils ne veulent pas participer à la construction du projet. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Moi, je reviens quand même sur l'essentiel, et l'essentiel, au final, c'est d'amener aussi la population à travailler avec les élus, c'est-à-dire à construire ce projet. Et pour cela, il faut faire un état des lieux qui, me semble-t-il, est indispensable à la Martinique, sur ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, sur ce que nous voulons aujourd'hui comme nouvelle responsabilité, comme nouveau pouvoir, qui est de nature à venir influer le devenir, l'avenir même de notre pays et de sa population. C'est indispensable d'évaluer, c'est indispensable de dire où nous voulons aller, c'est indispensable aussi d'user d'outils pédagogiques, c'est-à-dire de parler vrai, de parler avec du sens, les grands mots, les grandes théories, le changement institutionnel. Les gens, ils n'y comprennent rien. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, on a raté les moments. En parlant d'articles, de constitution, de consultation. Non, par contre, il faut dire clairement, est-ce que aujourd'hui telle chose va bien? Est-ce que nous avons, par exemple, sur l'eau, c'est pas seulement une question de compétence, c'est quel est le pouvoir que nous avons aujourd'hui pour faire mieux que ce que nous faisons, et quels objectifs nous voulons nous donner. En matière d'éducation, qu'est-ce qui ne va pas? Le décrochage. Et bien voilà pourquoi nous voulons une partie du pouvoir sur les programmes, parce que l'identité, apprendre leur histoire à des jeunes, c'est aussi les revaloriser. S'il y a aussi parfois des manques de retour, c'est parce qu'il y a aussi un manque de fierté. Très clairement, on a cette impression que la réussite ne se fait pas en Martinique et qu'elle ne peut pas être martiniquaise. Donc il faut redonner cette certitude à la jeunesse. Mais il faut expliquer comment on va le faire. Je crois que définitivement, cette pédagogie à utiliser avec tout le monde, dont moi, il faut... on n'a pas une discipline de conviction. On est convaincu, on devient discipliné parce qu'on a été convaincu. Et les gens vont aller dans une discipline de compréhension parce qu'on va réussir à les convaincre dans un projet qu'on va leur présenter. Donc voilà, donc moi c'est ce que je voulais dire. J'espère que à ce moment-là, en effet, que dans cette construction du projet, il y aura un consensus, une vision martiniquaise qui sera la plus partagée possible. Charles. Oui, je souscris à ce qui a été dit par les chroniqueurs, les amis chroniqueurs. Je vais essayer de ne pas être redondant, donc aller un petit peu différemment sur le chemin. Alors effectivement, il y a un diagnostic qui est fait. Alors je l'ai déjà dit, c'est la sénatrice Catherine Conconne qui mène des auditions. Il me semble qu'il y en a déjà 40 ou 45 qui ont été menées. Il y en a plus de 100 qui sont prévues. Et il y a aussi des rencontres de la population. La semaine dernière, il y a une rencontre au Mont-les-Rouges avec Madame Delis. Et cette semaine, enfin la semaine dernière toujours, il y a eu une rencontre au Lamentin avec le maire Zobda. Et donc le diagnostic se fait par l'intermédiaire des auditionnés, mais aussi à la rencontre des populations qui viennent expliquer les difficultés qu'ils rencontrent concrètement. Dans un deuxième temps, c'est les préconisations. Alors, forcément, on va s'asseoir, on sera en commission, on va discuter, on va voir ce qu'il y a possibilité de proposer. Et puis après, l'évolution institutionnelle sera abordée dans une troisième partie. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, pour rejoindre ce que Béatrice disait, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'éducation, les problèmes de la mer, les problèmes de l'université, les problèmes de l'ouverture à la Caraïbe, les problèmes de l'économie. La sécurité aussi. La sécurité, absolument. La sécurité, le nombre de morts, 23 ou 24 morts, 3 morts cette semaine. Tout ça doit oui, trois assassinés, oui, absolument, trois assassinats. Ou alors 3 meurtres. 3 meurtres. Je ne sais pas si, en tout cas, si c'est prémédité, voilà, 3 meurtres. Et je souhaiterais venir sur l'aspect économique. Alors, bien sûr qu'il y a des conservateurs, bien sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. C'est certain. Ils me font penser un petit peu à l'économie d'habitation à l'époque. Mes illustres prédécesseurs, le caïdon, une sorte de monnaie d'habitation qu'il y avait qui permettait aux détenteurs de l'habitation de payer les esclavisés, enfin en tout cas les affranchis, parce qu'ils étaient affranchis, ils n'étaient plus esclaves, de payer les travailleurs sur l'habitation avec une monnaie spécifique qu'ils dépensaient dans la maison, dans le commerce de l'habitation en question. Autrement dit, en sorte de vase clos, c'est-à-dire que vous payez des personnes
Et puis, en guise de monnaie qui leur permet, qui ont une capacité libératoire, ils viennent acheter les produits que vous leur proposez sur votre habitation. Et moi, pardon pour cette analogie-là, qui est sans doute malheureuse et sans doute maladroite. Mais c'est pour dire à quel niveau, me semble-t-il, nous sommes captifs. Quand on parle d'économie, de démocratie économique, on ne se rend pas compte qu'il y a un monopole financier. Là encore, mes illustres prédécesseurs savent qu'à un moment donné, il y avait une institution bancaire en Martinique qui était principale et qui était détenue par des personnes dont j'ai des amis, d'une communauté dans laquelle j'ai des amis. Je n'ai pas de souci là-dessus. Quelle banque? C'était le Crédit Martiniquais. Et souvent, quand il y avait des affaires qui étaient menées par des locaux, on leur refusait le financement. Et puis, quelques temps après, l'affaire en question était montée par quelqu'un d'autre parce que ce financement-là avait été accordé dans la mesure où le conseil d'administration était beaucoup plus bienveillant, mieux intentionné. Ces affaires étaient montées par des personnes qui avaient leurs entrées au conseil d'administration, pas forcément. C'est-à-dire les béquets, il faut pas obligatoirement, mais des personnes qui avaient leurs entrées au conseil d'administration. Alors, quand je dis ça, je ne fais pas de procès. Ma banque, c'était le Crédit Martiniquais, c'était la banque de mon papa aussi, et j'ai des amis qui travaillaient au Crédit Martiniquais, donc je ne veux pas non plus accabler la banque. Mais bon, il se trouve que c'était une économie qui fonctionnait comme ça. Et quand on parle d'économie captive, on ne se rend pas compte finalement qu'il y a des personnes qui ont le monopole de la distribution, des personnes qui ont le monopole des concessions automobiles, des personnes qui ont le monopole de pas mal de choses. Et quand on a une ancienneté de l'installation, on a déjà amorti les dépôts qu'on a. On a déjà amorti le circuit de la logistique et de transport. C'est-à-dire que tout ça est déjà payé. On a déjà amorti les contacts. Enfin, on connaît ceux avec qui on travaille et on est de bons clients, donc les rouages économiques sont installés, donc on a des habitudes. Et quand on vient pour essayer de concurrencer ces commerçants qui sont déjà installés, j'aurais été commerçant déjà installé, peut-être que je me serais comporté comme ça. Il est facile pour eux de verrouiller les choses en disant attention, nous travaillons ensemble depuis longtemps, attention de ne pas me mettre un concurrent dans les pattes, sinon je vais me détourner et aller ailleurs. Ce qui fait que la situation de monopole ou d'oligopole, c'est-à-dire très peu de distributeurs, ne change pas. Et aujourd'hui, on se trouve, j'ai envie de dire, dans une situation d'économie captive où la démocratie économique que Serge Letchimy appelle de ses voeux n'arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens pour la proposer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie donc par cette proposition avec l'alignement des planètes dont Philippe parlait, et notamment avec une évolution constitutionnelle qui va venir, parce que la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions très particulières, je pense que vous êtes d'accord avec moi, dans des conditions très particulières sur lesquelles on ne va pas revenir. Il faut expliquer que les modifications constitutionnelles ne sont pas simples, et que donc s'il y a un ballon, voilà. Il faut saisir le ballon. Il faut saisir le ballon. Et j'ai été long, pardonnez-moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il faut profiter de cette situation, de cette occurrence-là, pour favoriser le changement dont on a besoin. Et je me rappelle, Michel, ici même, disait que certainement que le président du Conseil exécutif se rend compte qu'il est un petit peu cadenassé, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'a pas les moyens. Et c'est ça aussi, il n'a pas les pouvoirs. Juste parce que c'est marrant, j'avais fait 2 parties sur ce sujet-là et on se retrouve évidemment, mais on se retrouve et pourtant je pense qu'il va falloir apporter des réponses, c'est-à-dire le dire, faire le constat, tout le monde le fait. Moi je rajouterais par exemple le transport aérien, les taux bancaires, n'en parlons pas, mais la question aujourd'hui quand même à laquelle il va falloir répondre, c'est donc dans ceux que nous cherchons à avoir, dans les pouvoirs que nous cherchons à avoir, qu'est-ce qui va nous permettre, par exemple, de faire en sorte que les Martiniquais, moi j'ai entendu dans une émission des élus parler du grand remplacement, terme que je n'utilise pas, même si en son temps Césaire l'a utilisé, mais parce que depuis il a été repris par des théoriciens racistes, xénophobes, et que je ne veux pas être associée à ces personnes-là, mais il y a un grand remplacement économique surtout.
À partir du moment où vous n'êtes pas propriétaire ni de votre foncier, ni de votre immobilier, ni de votre développement, vous n'êtes propriétaire de rien, au-delà des gens. C'est-à-dire qu'on fait un tas de cinéma, ouais, il y a peut-être trop de blancs qui arrivent. Mais enfin, il y a des blancs qui n'ont pas besoin de venir en Martinique pour être propriétaires en Martinique. Hein. Et je rappelle les longues lois de défiscalisation où tous les Martiniquais se sont retrouvés en concurrence avec plein de gens de France et de Navarre et qui sont encore propriétaires de bien des bâtiments localement. Donc la question, c'est comment relocaliser en effet ou localiser du pouvoir, mais comment répondre à ces questions-là. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir des taux, par exemple, d'emprunt pour pouvoir monter des boîtes, acheter de l'immobilier qui vont être comparables, au moins comparables à ceux que l'on trouve en France hexagonale? Est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des vaches à lait parce que nous sommes des captifs avec des prix, par exemple, de l'aérien qui ne sont absolument pas liés aux frais de carburant et d'énergie et qu'un jour vous vous retrouvez à 300 € aller-retour pour aller en Guadeloupe alors que 2 ans avant vous étiez à moins de 100 € aller-retour, et je ne parle même pas de la Guyane, ça c'est une vaste plaisanterie, c'est l'un des trajets les plus chers presque au monde. D'accord ? Au monde, pour le délai. Bon, donc, c'est peut-être la réponse à ces questions qu'il va aussi falloir apporter à aux administrés, aux citoyens et aux Martiniquais en général. Non, je ne serai pas si long. Je voudrais simplement dire ceci. C'est que moi, je suis absolument d'accord avec cette démarche, mais moi, je ne réclame pas le pouvoir pour le pouvoir. Il faut que les choses soient claires. Il faut d'abord, n'est-ce pas, poser la problématique, voir les projets qui peuvent être faits et les moyens qui peuvent être mis en place et les leviers. Mais moi, je ne suis pas dans la perspective du pouvoir pour le pouvoir. Parce que nous avons de mauvais exemples dont nous avons parlé ou nous reparlerons. Non, c'est pas cela. Hein. Il faut mettre la problématique, poser le problème. Et puis faire naître les choses telles qu'elles sont. Je vais pas. Je vous donne un exemple plus tard. Mais il y a, si vous voulez, je reviens sur ma partie, des choses fausses qui sont dites et redites. Mais oui, l'octroi de mer, Colbert, taxe coloniale, alors que notre travail à nous, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Alors, c'est dit, on fait appel à des chercheurs là-bas qui viennent, qui sont certainement en relation avec les marchands dont on a toujours besoin. Bien sûr, et là, il y a une connexion qui se fait, et nous, sur place, nous ne sommes pas sollicités pour les quelques sachants que nous sommes un certain nombre, et à partir de là, on est dans l'erreur. Donc il faut arriver à corriger tout cela, mettre à plat, mais surtout pas le pouvoir pour le pouvoir. Moi, je ne marche pas. Michel ? Non, mais tout ce qui a été dit sur les monopoles, sur le fait que l'économie martiniquaise, même si elle a été transformée, elle comporte de nombreux traits de l'économie coloniale, je dirais de néocoloniale. Pour être précis, ce n'est plus l'économie d'habitation que tu as décrite tout à l'heure, mais ça y ressemble quand même. Hein. Bon, ça y ressemble. Donc, je m'excuse, mais nous avons... Je ne vais pas avoir l'air de découvrir l'Amérique, mais ce sont des choses que nous avons déjà décrites depuis très longtemps. Et il faut briser cela. Et dans aucun pays au monde, on ne peut avancer vers un développement endogène, parce que c'est ça la question. Un développement endogène. C'est-à-dire créer des entreprises qui travaillent pour le marché martiniquais, avec des travailleurs martiniquais, et avec des moyens martiniquais. Et en maîtrisant notamment l'instrument monétaire, le capital. Bon. Et aujourd'hui, tous ces éléments-là sont par des mécanismes qui sont bien plus complexes qu'à l'époque coloniale, notamment mécanismes, on oublie beaucoup l'importance dans le fonctionnement de l'économie martiniquaise de notre inclusion dans l'Union européenne. Bon, il y a beaucoup de problèmes qui se heurtent, notamment la question monétaire. Bon, la Banque centrale européenne. Bon, la Banque centrale européenne régente. Bon, alors c'est vrai que l'oligarchie locale a perdu le contrôle
de la monnaie. Bon. Mais on a été remplacé par des banques, des multinationales. Qu'est-ce qui dirige l'économie de la Martinique? C'est la BNP. C'est l'Agence française de développement. Bon. Il y a la banque de développement, la banque de développement industriel qui a capitaux d'État, mais dans lequel... BPI. La BPI, dans laquelle, malheureusement, c'était une avancée de Hollande. Oui, mais tu as dit BNP, c'est pas ça, c'était BPI. Non, la BPI, la Banque publique d'investissement. C'est ça. Excusez-moi, j'ai ma langue approchée. La Banque publique d'investissement. Bon. Parmi les éléments que nous devons, dans une autre configuration, construire, il nous faudra construire une banque martiniquaise de développement. Mais pour cela, il faudra briser un certain nombre de règles européennes. Hein. Donc, je n'oppose pas la démarche à la question des articles et de la Constitution. Parce qu'à un moment donné, ce que nous devons construire doit avoir une traduction juridique et constitutionnelle. Hein. Bon, par conséquent, et cette traduction doit être originale. Tu as bien dit, ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie. Bon, ce qui est le plus proche de nous, dans les évolutions qui sont plus ou moins en train de discuter, c'est la Corse. Nous devons suivre ce qui se passe. Bon, récemment, la Corse, le président de l'Assemblée de Corse, Simeoni, a expliqué un peu son schéma. Bon, donc par conséquent, et c'est vrai qu'il y a une opportunité, j'approuve ce qui a été dit, l'expression alignement des planètes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute une série de facteurs favorables que nous devons utiliser à notre profit, mais en tenant compte de nos propres réalités. Bien. Et voilà. Espérons que le discours du président Letchimy va être entendu par tous, hein, parce qu'il faut que tout le monde travaille dans le même sens, hein, dans cette histoire-là, si on veut y arriver, hein, je crois. Tout le monde travaille. Non, il faut que tout le monde travaille. Et je crois qu'il ne faut pas se passer de ce qui est indispensable et doit revenir au cœur d'ailleurs des choses. C'est le débat. Le débat, c'est amener au consensus. Donc, je pense qu'on connaît les groupes politiques, en l'occurrence, qui sont majoritaires à la CPM. Au consensus. Au consensus, voilà, tout à fait, au compromis. On les connaît, ils ont quand même des aspirations, des idéologies qui sont proches sur un certain nombre de questions. Mais il faut qu'il y ait du débat. C'est important qu'il y ait du débat. Voilà. Une petite précision, parce que Michel a parlé de la Corse. L'écosystème est insulaire, mais il n'est pas le même. Hein. La Corse est à quelques encablures de l'Europe. Nous sommes très, 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 très loin. Et donc, la situation... j'aime tellement entendre Philippe parler de l'autonomie. C'est ça, la situation de la géographie et de l'histoire fait qu'on est tellement loin que la problématique n'est pas la même. Même si, effectivement... Elle n'est pas la même, mais je crois quand même que là où il y a quand même des leviers que la Corse a utilisés, sur lesquels on doit être très véillatif. Pas tous les leviers. Tout à fait. Non, j'ai dit il y a des leviers qu'ils ont utilisés, sur lesquels on doit être véillatif. Alors, je dis juste ça, parce qu'on a dit par exemple à quelques encablures, et pourtant... La Corse bénéficie, et c'est pour ça que c'est le rapport, ça on est d'accord sur ça, le rapport avec l'État français est problématique. La Corse bénéficie de 600 € par an et par habitant en matière de continuité territoriale, là où la Martinique, par exemple, bénéficie de 60 € par an et par habitant. Bon, déjà, nous pouvons écrire comme ça. Nous les au moins 600 €. Une précision, Michel, excuse-moi. Hein. Quand Philippe rit en disant pas tous les arguments, je pense qu'il parlait des arguments explosifs. Les arguments explosifs. Non, je voulais simplement dire, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Hein, bien sûr. Donc vous avez raison de souligner à la fois les similitudes, les différences. Moi, je me plais souvent à citer un exemple quand même. Nous avions reçu au Parti communiste il y a quelques années des Corses, et qui nous avait dit, par contre, nous aurions bien aimé avoir un octroi de mer comme vous. Parce qu'ils auraient bien avoir un instrument qui leur permette
D'abord fiscale, mais surtout de protéger leur économie. Bon, alors entre-temps, entre le moment où ça a été dit et maintenant, l'Europe est passée, le rouleau compresseur de l'Europe est passé et a quand même amoindri ce pouvoir local. Il a singulièrement encadré, etc. Bon, nous avons pu obtenir ce qui est écrit. Alors j'invite mes compatriotes à lire le petit livre de Philippe et de Marquez. Je me plais à dire que Marquez a été mon étudiant et ton étudiant aussi à l'université. Bon, et Marquez a fait son mémoire, je crois, sur le problème des prix, de la structure des prix en Martinique. Et ce qui est intéressant dans ce pouvoir, notamment, il explique ce que c'est que les différentiels de taxation. C'est-à-dire le fait qu'on a pu quand même conserver, faire l'Europe respecter la capacité d'avoir un niveau de taxation supérieur pour les produits importés et un niveau de taxation inférieur pour les produits locaux. Mais ils nous ont obligés, à taxer les produits locaux, ce qui n'existait pas auparavant. Ok ? Ouais. Bon, parce que, pour que ça ne soit pas considéré comme une taxe de douane. Donc, un protectionnisme. Je ne veux pas. Ouais, tout ça, ce sont les dogmes. Il faut savoir que nous avons en face de nous une machine néolibérale considérable. Ce sont les dogmes de l'Union européenne et qui entravent. Donc nous nous sommes lancés dans un travail d'évaluation et il faudra bien que tous ces éléments-là soient mis en évidence parce que les Martiniquais ne savent pas très bien pourquoi. Ils peuvent exprimer des arguments, mais ils ne savent pas pourquoi. D'où ça vient, d'où ça tombe. Je peux juste dire quelque chose. Il est peut-être temps aussi, très court, il est peut-être temps aussi que les gens comprennent, par exemple, que l'Europe est à droite depuis 40 ans. Et d'où le fait qu'elle soit particulièrement ultralibérale. Non mais peut-être que les gens qui se désintéressent totalement, notamment de cette élection, devraient s'y intéresser davantage, parce que l'Europe est majoritairement ultralibérale. Nous avons été candidats tous les deux d'ailleurs, aux dernières élections européennes, et on a été... Voilà. Nous avons essayé de sensibiliser, de faire comprendre aux Martiniquais que les décisions qui se prennent au Parlement européen ont une incidence en Martinique. Direct. En tout cas, si j'ai bien compris tout ce que tu as dit, Michel, tu participeras au congrès pour travailler pour la Martinique. Alors, pour le moment, je n'ai reçu aucune invitation, mais si je suis invité, ça je va changer. Alors, je te dis quand même que sur cette question du congrès, le Parti communiste organise un séminaire dimanche matin pour déterminer un petit peu sa position sur cette question. Mais l'orientation est la suivante, c'est qu'il faut absolument consulter les citoyens martiniquais. Oui, bien sûr. Ça a commencé, ce qu'a cité tout à l'heure Charles, sur le Mont-Rouge. Bon, par exemple, au Lamentin, le camarade Georges Richaud a participé au débat qui s'est passé au Lamentin. Ok, très bien. Alors, votre président français, Emmanuel Macron, il menace de dissoudre l'Assemblée nationale si, en cas de rejet de la réforme des retraites, c'est-à-dire il va dissoudre. En cas de rejet ou de motion? Parce qu'il y a deux informations. Motion de censure. Non, mais soyons précis, il faut savoir jusqu'où il met. En cas de motion. Motion de censure. Donc il a reculé un peu. Oui, il a reculé. Parce que si la loi n'est pas adoptée, n'est-ce pas, il fait sauter l'Assemblée nationale. C'est ça. Et maintenant, il parle de motion de censure. Il a reculé un peu. Ce dont il y en aura probablement. Mais c'est un coup de poker. Mais ça, c'est un coup à poker. Comment il s'appelle encore? Chirac 97. Il va dissoudre pour avoir encore moins peut-être de parlementaires. Hein. Ce qui m'a choqué, c'est son propos de la Chienlit. Chienlit, c'est celui qui fait caca dans son lit. Écoute, oui, étymologiquement, c'est ça. Bon, c'est pas la Chienlit. Bon, maintenant, bon. Alors, mais c'est une taquinerie. Enfin, j'imagine qu'il a voulu être redondant vis-à-vis de De Gaulle. On voit un petit peu l'opinion qu'il a de lui-même. Bon, ceci étant dit, je ne développe pas davantage. Trois éléments. Premier élément. Pardon, tu m'as pas interrogé. Vas-y. Premier élément, quand il parle de Chienlit, il fait référence
aux étudiants au propos de Gaulle en mai 68 et aux étudiants et aux ouvriers qui sont dans la rue. Oui. Alors qu'il s'agit là, qui sont bien évidemment entre guillemets hors la loi, puisque ce sont des manifestations qui sont pas autorisées et tout, tandis que là, les parlementaires, ils sont invités par la Constitution, ils respectent le droit constitutionnel et ils peuvent avoir ce rôle de rejeter une décision, une motion de censure, ils peuvent opposer une motion de censure au gouvernement. Donc, ils sont dans la légalité. Je ne comprends pas pourquoi il a parlé de chien libre, parce que dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Deuxième élément... Une motion de censure, ça veut dire clairement que le gouvernement saute. Une motion de censure, c'est une tentative de faire sauter le gouvernement. Si elle passe, bien sûr. C'est quoi, c'est 80... Une tentative de faire sauter le gouvernement. D'accord. Voilà. Arithmétiquement, il faut que des données actuelles, elle ne peut pas passer. Non. Deuxième élément, le président de la République oublie... Parce qu'il a dit qu'il en a parlé dans son programme. Mais il oublie qu'il n'a pas gagné les législatives. Et je ne comprends pas comment, depuis Chirac, sa deuxième élection, quand il avait remporté devant Le Pen à 80%, je ne comprends pas comment ces présidents s'estiment légitimés par une victoire au deuxième tour pour appliquer un programme de premier tour dans la mesure où on sait très bien qu'on n'a pas voté pour lui, mais contre son adversaire. Et ça, il a perdu les élections législatives. Il dit, son argument, c'est de dire, mais, je l'avais dit dans mon programme. Et enfin, troisième élément, j'ai aussi entendu parler du fait que ça serait les retraites qui... notamment les retraites des fonctionnaires qui seraient l'une des raisons pour lesquelles il y a un déficit budgétaire énorme, etc. Mais s'il augmentait un petit peu le salaire des fonctionnaires, la contribution de ces fonctionnaires-là au panier serait plus importante. L'argument, c'est quoi? Ah oui, mais ils ont un emploi garanti à vie. La mesquinerie de l'augmentation. Enfin bon, voilà, je ne développe pas plus, je laisse mes camarades. Michel? Non, mais bon. Il dissout et puis il a moins de parlementaires. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'une réforme des retraites allongeant repoussant l'âge de départ à la retraite à 65 ans, à Martinique aurait des effets beaucoup plus catastrophiques qu'en France, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'âge auquel on a un emploi stable et bien rémunéré est beaucoup plus tardif en Martinique et dans les autres DOM. Bon, en gros, l'âge, c'est 28 ans, 29 ans en France. Chez nous, c'est plutôt 35 ans. Donc, ça repousserait l'âge réel à 70 ans. Bon. Et comme l'âge, la durée de vie, l'espérance de vie en bonne santé en Martinique et dans les DOM est inférieure à celle de la France. Donc, on risque de mourir beaucoup plus vite après être parti à la retraite. Ça, c'est la première raison. Et bien, la deuxième raison, c'est que nous avons un niveau de salaire beaucoup plus bas, donc un niveau de cotisation beaucoup plus bas, un niveau de retraite. Vous savez combien est la retraite? En moyenne 686 € en Martinique. Bon. Et nous avons combien de gens au minimum vieillesse? Le minimum vieillesse, c'est 17%, alors que c'est 4% du nombre 17% des personnes au-dessus de 60 ans. Alors c'est 4% en France. 4% en France. Bon. Autrement dit, toute réforme régressive en France, j'attire l'attention de cela, parce que c'est un sujet que nous avions étudié avec Paul Vergès il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les premières réformes, a nécessairement, compte tenu des données structurelles qu'il y a dans les DOM, des effets beaucoup plus dommageables dans nos sociétés qu'en France. Voilà. Philippe, c'est ça? Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai posé une question tout à l'heure. Je voulais savoir, au niveau de l'information que j'ai reçue, Monsieur le Président Macron a décidé qu'il serait susceptible de dissoudre l'Assemblée nationale si son texte sur les réformes ne passait pas. J'ai lu. C'est ça. Et ensuite, deuxième information que je reçois, n'est-ce pas, il va dissoudre l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, s'il y a une motion de censure. D'accord. Donc si elle passe. Je n'ai pas pu, je pense. Je veux le croire. Mais ça n'a pas été dit. Je veux le croire, oui, effectivement, d'accord. Bon, alors ce que je dis, c'est que
bon, c'est un coup de poker. Est-ce sérieux ou pas? Mais j'ai entendu des commentateurs disant que les nouveaux élus ne sont pas susceptibles de bien vouloir subir de nouvelles élections. Il faisait une analyse de groupe. La NUPES est dans une situation difficile. Le message, selon ces commentateurs, s'adresse aux Républicains plus particulièrement, puisque leur réforme est identique, et que du côté de l'extrême droite, de Mme Le Pen, ils ont déjà 89 élus et ils ne voudraient pas partir à l'aventure. Alors, qu'est-ce que ça recouvre tout cela? Je n'en sais rien, mais à voir que c'est un coup de poker. Ira-t-il jusqu'au bout ou pas? J'en sais rien. Mais ça risque d'avoir quand même certains effets, ne serait-ce qu'au niveau du conscient ou du demi-conscient de nos nouveaux élus. Madame Bellé. Bon, la dissolution de l'Assemblée est annoncée. Elle va être annoncée de toute façon tout au long du quinquennat. Il peut l'utiliser une fois. Bon. Donc, c'est au moment où il sera le plus en difficulté qu'il va sortir. Il va sortir cette carte plusieurs fois. Alors, je tiens à dire quand même, il n'a pas vraiment perdu les élections législatives. Ça reste quand même le groupe majoritaire, en tout cas le plus important à l'Assemblée. Relativement. Voilà. Bon. Donc, il n'a pas par contre la majorité. Et donc, pourquoi la pression sur les Républicains? C'est pour dire... On n'aura peut-être pas besoin, de faire un 49-3, du coup, pour faire passer notre truc, si les Républicains nous donnent la majorité, c'est ce qu'ils veulent, une majorité pour faire passer ces réformes. Et si les Républicains disent on ne vous donnera pas la majorité, du coup, là, il est obligé de sortir d'autres armes. Donc, il est en train de sortir son arme fatale. Il sait qu'il y a des problèmes chez les Républicains. Il sait qu'à la NUPES, il y a 2-3 petites difficultés. Il sait que chez lui... c'est pas terrible non plus. Bref, c'est brûler en caille pour en rate, très clairement. Mais je crois qu'il faut par contre parler du sujet des retraites. Et là, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que c'est une réforme qu'il veut faire passer en force, alors que rien ne le justifie. Je rappelle que le Conseil d'orientation des retraites, a précisé que les comptes des caisses de retraite sont aujourd'hui excédentaires, de plus de 900 millions d'euros. Oui. Pire, le corps dit, voilà, nous nous sommes mis tous d'accord, entre scientifiques, économistes, du social et tout ça, il y a une telle poussée quelque part de la croissance qu'il y a de fortes chances, parce qu'il y a de la croissance et de l'inflation par ailleurs, mais il y a de fortes chances que de fait, les caisses se remplissent, comme tu le disais. Si les salaires augmentent, ça veut dire que les caisses aussi peuvent se remplir. S'il y a plus d'emplois, ça veut dire aussi que les caisses peuvent se remplir. Et du coup, il y a de fortes chances pour qu'au terme même du quinquennat, il y ait, en restant comme ça, plus de 3,2 milliards d'excédents dans les caisses de retraite. Donc quand M. Macron veut, nous faire travailler plus tard. Parce qu'attention, on entend 65 ans, mais Michel l'a bien indiqué. 65 ans, c'est en gros, ou paie pas pâti avant l'âge là. Sauf exception, ou paie pas pâti. Donc ça veut dire que si ton droit est ouvert à 65 ans, si jamais tu n'as pas suffisamment d'annuités, c'est repoussé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent déjà jusqu'à 67. Et donc, ça veut dire qu'en effet, on est susceptible de travailler jusqu'à 70. Mais vous avez vu l'état des gens à 70 ans? C'est sûr. Mais en fait, les gens, enfin, la bonne santé se termine. C'est les statistiques de Martinique, de France et tout ça. La bonne santé se termine à peu près à 63 ans. Donc, ce qui veut dire que là où on y 70 ans, on peut pas même profiter des retraites là. Qu'est-ce que je vous ai... Bon, bref, mais tout ça pour dire que, on veut réduire les montants de retraite, on veut les allonger, et que là aussi, la population doit prendre à bras le corps ces changements de société qui sont énormes, faire en sorte que des gens travaillent jusqu'à 70 ans, alors que l'on sait que la bonne santé diminue, alors que l'on sait aussi que les études se font de plus en plus tard, mais c'est infâme. Mais c'est la considération... c'est l'économie mondiale, la mondialisation. Les pays émergents concurrencent les pays occidentaux, ce qu'on appelle les anciens pays riches, parce qu'ils sont tellement endettés aujourd'hui que c'est les anciens pays riches, de manière effroyable. Tout le temps, on nous rabâche, mais chaque Français doit 38 000 euros par tête d'habitant, etc. Quand on ramène la dette de la France, 2600 ou 2700 milliards, à son PIB, 2000 milliards, ça représente quoi?
quelle personne est endettée? Moi, je suis endetté je crois, à 6 fois mon revenu annuel. Je veux dire, quand on fait ce calcul-là, la gymnastique, c'est quoi? La France est endettée à 2700 milliards. Elle a un PIB de 2000 milliards. Quand on ramène à un individu, bon, le salaire est de 50 000 euros en moyenne par année, mais il y a des personnes qui sont endettées à 300, 400 000 euros. C'est à 6 fois plus que leur salaire. Et un État ne meurt pas, tandis qu'un individu meurt. Il faut arrêter de voir, comment dire, l'abaissement des exigences au profit des paramètres sociaux, environnementaux et fiscaux du système libéral qui veut nous aligner sur les pays émergents. C'est ça. Et si la comparaison, si la toise, c'est la Chine, bon, on est mal barré. Si la toise, c'est clair. On est mal barré. Où va-t-on? Explique ce que c'est que la toise. La toise, c'est-à-dire si la mesure, la référence, oui, c'est la Chine. On est très mal barré parce que le revenu horaire en Chine, c'est 3 euros, 3,30 €, et puis qu'ils travaillent 10 heures par jour pendant 6 jours, et voilà. Parce que le système est comme ça là-bas. Plutôt que de leur permettre de rehausser, nous, on va aller les chercher. Mais ça veut dire qu'on a... Et puis pourquoi? Pour affaiblir la planète, parce que le jour du dépassement, il était dans les années 80, en décembre. Mes élèves m'ont dit que le jour du dépassement, c'est-à-dire... C'est en juillet. Voilà, c'est en juillet. C'est-à-dire le jour du dépassement, c'est le jour où tu consommes les richesses que la planète t'offre, met à ta disposition une année. C'est-à-dire qu'en juillet, on a consommé ce que la planète a produit et a mis à notre disposition, nous, humanité. En juillet. Et à partir de juillet, on consomme le reste. On est à crédit, on consomme ce que la planète nous met l'année d'après. Premier élément. Et puis deuxième élément, quand on parle de dumping social, environnemental, etc., gagner de l'argent et mettre de l'argent en banque, c'est empêcher d'autres personnes de vivre convenablement. Je ne sais pas, le capitalisme, c'est vraiment... je ne sais pas, peut-être que quelqu'un qui a énormément d'argent en banque a un sommeil beaucoup plus tranquille. Je ne vois pas... Enfin bon, c'est sûr que gagner de l'argent, je n'ai rien contre quelqu'un qui a de l'argent, mais pressurer des travailleurs et pressurer la planète simplement pour avoir de l'argent en banque, je ne comprends pas cette logique-là quand on a un humain qui réfléchit. Alors, excuse-moi, je voulais faire un petit bémol quand même. C'est vrai que les projections que tu as citées du corps, j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur le site de la CGT. La CGT a fait une analyse très précise de ce document du Comité d'orientation des retraites, mais un petit bémol quand même. C'était les projections d'augmentation de la croissance après le rebond, après le Covid. Sauf que... Depuis, il y a eu l'Ukraine. Depuis, il y a non seulement l'Ukraine, il y a le fait qu'il y a aussi les sanctions imbéciles de l'Occident à l'égard de la Russie qui ont cassé la croissance. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas loin d'un crash financier. Les économistes parlent de crash rampant à New York et aussi en Angleterre. Autrement dit, on va probablement en 2023, fin 2021, fin 2022, pardon, et fin 2023, vers une récession. Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les soubresauts du capitalisme peuvent nous amener à un crash de l'ampleur de celui de 2009. Voilà. Alors, je reviens sur la dissolution. Avec l'élection en Italie d'une femme à l'extrême droite, est-ce que quelque part, si jamais à dissolution et puis à une élection nouvelle, est-ce que Marine Le Pen ne risque pas de faire comme l'Italie, à votre avis? Je ne crois pas que les sociétés soient les mêmes. Ouais. Je ne pense pas, non. Je pense pas. Ça fait 2 fois quand même qu'elle arrive au deuxième tour. Hein. Alors, d'après ce que disent les observateurs spécialistes de l'extrême droite en Europe, ils disent quand même que
cette dame italienne, elle vient d'un mouvement qu'on qualifiait à l'époque de post-fasciste. C'est-à-dire qui était... Néo-fasciste. Hein? Néo-fasciste. Néo-fasciste, ou post-fasciste. Mussolini. Bon. Néo. De Mussolini, le MSI. Bon. Et qu'elle a beaucoup mis de l'eau dans son vin. Pour arriver au pouvoir. Marine, tu as raison. Voilà. C'est même technique. Voilà. Donc ça, si Macron fait cette dissolution et puis se retrouve à perdre, et puis c'est Marine Le Pen, bon, ce sera plus grave. C'est pas impossible. Moi, je pense aussi que c'est pas impossible. Donc, personne ne sait de quoi il fait demain, mais bon. Alors, le gouvernement, on a parlé de ça déjà, 450 milliards d'euros, tu viens de parler de ça. Non, c'est pas le même sujet. On n'en a pas parlé. Alors, on va présenter ce projet de loi. Ok, 450 milliards. C'est le PLF. Ouais, le PLF, c'est-à-dire Projet de loi de finances. D'accord. Alors, votre avis là-dessus, sur le PLF? Moi, je vais me mettre au niveau des collectivités que nous sommes. La plupart des élus et des associations, notamment d'élus, ont dit, c'est pas parce que ils ont enrobé ça sous un pacte de confiance. Il faut un pacte de confiance avec les collectivités. Et moi, je rejoins assez les présidents, notamment de région, l'association des maires de France qui s'est exprimée dessus, pour dire attention, le président et ses soldats veulent faire croire que les collectivités participent du déficit de l'État. Bon, ce qui est faux. Il revient aux collectivités de présenter, contrairement à l'État, des budgets équilibrés. Voilà. Donc, tu as 400 d'un côté, tu as 400 de l'autre. Point, trait. Tu te débrouilles, tu augmentes l'impôt, tu machin, nanana, tu réduis tes charges, mais ton budget doit être en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Deuxièmement, donc, aujourd'hui, les collectivités disent, on nous demande, parce que dans le PLF, il est demandé aux collectivités de baisser de près de 0,5% leur charge de fonctionnement. Ce qui représente pour les villes près de 5 milliards d'euros par an de moins de dépenses, et pour l'ensemble des collectivités, alors c'est pour ne pas les citer, mais pour l'ensemble des collectivités, de 9 milliards d'euros par an. Toutes collectivités, syndicats, machin, confondus. Bon. C'est plus que la dotation générale de fonctionnement. Je le dis, donc on demande aux collectivités de baisser plus que la dotation générale de fonctionnement. Alors, il y a autre chose dans ce pacte qui n'est pas du tout un pacte de confiance pour le coup, mais qui est un pacte de méfiance de la part des collectivités. Il y a autre chose, c'est la disparition de la CVAE, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le gouvernement Macron décide que ces entreprises qui sont très particulières, c'est celles quand même qui ont un chiffre d'affaires qui peut être assez conséquent, ça ne touche pas les TPE, ça ne touche pas les entreprises unipersonnelles, ne paieront plus d'impôts. Mais elles paieront plus d'impôts aux collectivités, pas à l'État. Ce qui veut dire qu'on prive, dans ce PLF 2023, les collectivités de 17 milliards de recettes. Bon. Alors, en toute sincérité, moi, la seule chose que je suis en train de me dire, eu égard à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les retraites, sur le PLF, mais également sur tous les projets qui sont présentés, sur la réforme du chômage, je me dis, ce mec... Excusez-moi, je respecte les fonctions, c'est juste dans ma tête que je me dis ça, mais sinon je l'appellerais et je le qualifierais le président de la République. Mais dans ma tête, je me dis, mais ce gars est en train, en fait, de faire sa vie parce qu'il sait qu'il ne va pas retourner aux élections. Donc après moi le déluge, il peut tout se permettre. Pour la simple et bonne raison qu'il est président et qu'il n'y aura pas un troisième mandat parce que la loi, la Constitution ne le permet pas. Donc il fait toutes les crasses qu'il peut faire. Je ne sais pas si c'était fake news, mais j'ai entendu dire que si lui, le président, démissionne aujourd'hui, il pourra se représenter dans 5 ans. C'est vrai à votre avis ou c'est... Non, je pense que non. Non, faux. Il a commencé un mandat, c'est... Non, c'est faux. En fait, il ne peut pas se présenter 3 fois consécutives. Voilà. Donc, même s'il démissionne... Il ne peut se présenter que 2 fois. Voilà. S'il abandonne son mandat, il abandonne. Il s'est présenté 2 fois. Mais en toute sincérité, c'est tellement gros, et même par rapport aux collectivités, c'est tellement gros. Un mois avant les élections, il a parlé des 65 ans, tout le monde a voté pour lui. Donc, pas tout le monde. Enfin, il est président. Oui. Le président, Charles.
Dans la conjoncture dans laquelle on est, avec moins 5% de TVA, parce que la conjoncture n'est pas bonne, avec les recettes sur l'énergie de moins 1,2%, avec moins 3,7 milliards sur l'impôt sur les sociétés, avec des dotations qui sont en baisse pour toutes les collectivités, comme disait Béatrice, mais avec des exigences de l'État. Parce qu'on vous baisse vos dotations, mais on exige davantage et on vous donne des attributions. Et on vous donne des attributions, mais vous n'avez pas les moyens de les mettre en place. Enfin, bon, soyons sérieux, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut simplement se poser la question de savoir si l'ambition, c'est de permettre aux gens de vivre convenablement, ou alors si l'ambition, c'est de donner satisfaction aux grands financiers internationaux, à la Banque centrale européenne, etc., et puis de permettre aux personnes qui ont déjà des milliards d'en avoir davantage. Voilà. Est-ce que la question se pose? Non, je n'ai pas de commentaire. Pas de commentaire, Michel? Bon, alors, effectivement, c'est un budget qui fait 450 milliards,3 contre l'année précédente, projet de loi de finances initiale, pas exécuté. Donc, contre 437,6. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 2,9%. Bon. L'inflation en France est de l'ordre de 6 à 7%. Tout à fait. Bien. Alors, dans ce budget, je me suis un peu intéressé à ce qui concerne l'outre-mer. Alors, en ce qui concerne l'outre-mer, l'augmentation est de 11%. On a, en gros, nous avons... pour le ministère. Alors, tu as raison de souligner ça. Pour le ministère de l'outre-mer, la mission outre-mer, c'est selon qu'on raisonne en crédit de paiement ou en autorisation d'engagement, c'est 2,8 milliards. Bon. Mais, effectivement, depuis quelques années, il faut le dire d'ailleurs, c'est le sénateur, l'actuel sénateur Lurel qui a souvent dit que quand on raisonne pour l'outre-mer, il ne faut pas prendre simplement le budget de ce qu'on appelle le ministère de l'outre-mer, il faut prendre l'ensemble des dépenses de l'État. Et on a eu beaucoup de mal à imposer à l'État de présenter dans les documents budgétaires quelles sont, de regrouper toutes les dépenses, parce qu'il y a toutes les dépenses des autres ministères, mais outre-mer. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a des dépenses outre-mer. Alors, en gros, c'est 21,3 milliards outre-mer. Alors, à la Martinique, grosso modo, la Martinique, là-dedans, dans ces 21,3 milliards, la Martinique, c'est 2,9 milliards. Bon. Et donc, en gros, nous avons un budget outre-mer qui augmente de 11%, mais l'ensemble des dépenses de l'État outre-mer augmente de 2%. Bon, autrement dit, ce qui est très important, c'est que nous avons en gros un volume de crédit qui, bien sûr, va être concentré sur le SMA, etc. Il y a le quorum, ce qu'on appelle c'est un système qui, pour le redressement des communes, qui a touché récemment d'ailleurs Fort-de-France et aussi Saint-Pierre. Bon. On met le paquet, on augmente un peu plus que l'inflation pour ces dépenses-là. Mais, grosso modo, une première observation, il y aura un débat à l'Assemblée nationale, je pense, sur l'outre-mer, qui faudra suivre. Mais voilà, en gros, les données. Bon. Donc, c'est une situation qu'il faut observer parce que, là aussi, bon, tu as raison de le souligner, les collectivités d'outre-mer, le sénateur Patient, qui est passé récemment sur Radio Caraïbe, il a expliqué... C'est le sénateur de la Guyane. Oui, qui est un peu un spécialiste des finances des collectivités d'outre-mer. Hein. Il a fait plusieurs rapports, et il dit, en gros, que les dotations globales de fonctionnement sont insuffisantes pour les communes. Bon, par conséquent, et l'association des maires de France, d'ailleurs, a condamné ce budget. Tout à fait. Voilà. Okay. Et juste pour rajouter, parce que tu en as parlé rapidement, mais en termes d'augmentation. Alors, moi, j'ai été choquée quand j'ai vu la définition, finalement, de l'orientation des crédits. Grosse part pour... Alors, tout à l'heure, on en parlait. Mais enfin, une grosse part pour l'État lui-même. Bon,
puisqu'il s'agit de donner je ne sais plus combien de milliards au SMA, donc bref, aux militaires, hein, quelque part, pour éduquer les jeunes, soit dit en passant. Bon, et là, tout ce dont nous avons parlé en début de propos est intéressant. Je ne suis pas sûre que ce soit le SMA qui forme le mieux, d'autant que chez nous, contrairement à d'autres territoires, il n'y a pas de formation diplômante. Bon, et qu'on va quand même arrêter de se contenter de faire passer le permis et de considérer que c'est bien parce que le SMA ou le RSMA fait passer le permis, d'autant que même certains cadres du RSMA disent que les formations qu'ils ont ne sont absolument pas adaptées au territoire et qu'il faudrait peut-être moderniser un tout petit peu les choses et surtout faire des formations diplômantes. Et puis, il y a une grosse partie, les 450 millions, il y a pour l'hôpital de Pointe-à-Pitre, ils l'ont mis dedans. Ils ont mis également énormément de fonds pour la construction d'infrastructures sur Mayotte. Il ne faut pas oublier les retards de développement de Mayotte. Bref, globalement, ce n'est pas de nature à venir changer la face du monde en Outre-mer, hein, malgré les constats qu'on peut faire des retards de développement. Alors, je voudrais un peu répondre sur le RSMA. Non, il ne faut pas condamner le RSMA de cette façon. Non, mais je permets tu as parlé, je n'ai pas parlé, moi je suis très modeste dans mes propos. Donc, mais le RSMA, effectivement, fait un travail intéressant. Il n'a certainement pas de formation diplômante, mais il recueille des jeunes, les forme à la façon militaire. Il les éduque. Et il a un rôle quand même important. Hein. Je tiens à signaler, et c'est si vrai que c'est un exemple qui est porté dans l'Hexagone maintenant. On essaie de faire la même chose, je veux dire. On peut mieux faire, je viens de croire, mais il ne faut pas quand même nier l'utilité du RSMA. Alors j'ai entendu aujourd'hui que l'Europe a épinglé la France parce qu'ils estiment que le RSA est trop faible en France et qu'il faut augmenter le RSA par rapport aux autres pays européens. C'est ce que j'ai entendu cet après-midi depuis Bruxelles. C'est 576 €, sauf à quelques euros près, par mois pour une personne. Alors, le seuil de pauvreté en France est à 1063 €. Voilà, tu mets en relation balance, le RSA et le seuil de pauvreté, voilà. Mais ils disent ça, est-ce que ça va augmenter? J'en sais rien. Alors, 23 euros. Il ne faut pas oublier que maintenant, en plus, ça doit figurer d'ailleurs dans le PLF, mais enfin, la réforme veut que les bénéficiaires de RSA par ailleurs, maintenant, soient contraints à 20 heures de travail d'intérêt général, je ne sais pas. Ce qui fait d'ailleurs penser qu'on oublie ce que veut dire le A. Voilà. Et il est censé avoir de l'activité. Donc c'est également, plutôt que de valoriser simplement le fait d'obliger les gens à venir, il faut mettre en œuvre ce fameux A et former mieux les gens. Alors 23 homicides par arme à feu en Martinique depuis début janvier. Aujourd'hui, il y a un policier qui était interrogé à la télévision et qui disait que la Martinique n'a pas les hommes, il n'y a pas les humains, mais aussi en matériel. Ils sont déficits en matériel, ils ne peuvent pas se battre contre les bandits, contre la drogue, contre les arrivailles. Il paraît qu'ils parlent d'un radar qu'ils ont demandé depuis un moment. Et voilà, ils ne peuvent pas voir les navigations tout autour de la Martinique. Et les armes arrivent en même temps que la drogue. Donc, mais Madame la procureure aussi, hein, oui. Elle-même. Elle était très claire. Elle a été très claire dans ses propos. Très courageuse. Donc, exactement. Très courageuse pour un procureur de la République. Je me suis dit, waouh, c'est. Sur beaucoup de questions. Voilà. Donc, comment faire bouger ça? Pour essayer de faire l'État nous donner plus de possibilités. Si on compare ça à Marseille, enfin, je dis Marseille, la région Marseille, c'est pas seulement Marseille. Il y a quoi? Il y a eu, on est à 23, je crois qu'il y a eu moins de 17 qu'on compare ça. Je vais me faire incendier par Michel. Hein. On en a déjà parlé, mais je ne sais pas ce que vous... Il faut qu'on questionne la légalisation de la consommation du cannabis. Il faut questionner. Je ne dis pas que c'est la solution. Tant qu'il y aura des trafics, il y aura des batailles, il y aura des guerres, il y aura des armes, etc. La légalisation, c'est une question. Je ne dis pas que je suis pour ou pas. C'est une question. La légalisation permettrait aux consommateurs de payer une contribution
pour favoriser un accompagnement de soins. Rien ne dit que quand il y a une consommation de cannabis, on passe obligatoirement à un produit stupéfiant supérieur, j'ai envie de dire, voilà, plus addictif, etc. Et puis, moi, aujourd'hui, on est dans une telle situation d'insécurité, de risque. Enfin, les parents... Moi, ma fille est grande, mais j'ai des neveux et nièces qui sont en âge de sortir et tout. À chaque fois qu'il y a une soirée, je pense à eux. Je suis inquiet d'entendre le téléphone sonner à 2h du matin. Ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, je disais, je peux comprendre, Michel, ton opinion là-dessus, mais il faut à un moment donné se poser des questions et peut-être sortir des sentiers battus. Et voir s'il n'y a pas possibilité de proposer autre chose. Bon, voilà. Ça rappelle l'alcool aux États-Unis à l'époque. Oui. Prohibition. Je voudrais. Voilà, tu as raison, peut-être qu'il faut se poser ce problème, mais ce n'est pas ce problème seulement. C'est pas en se posant le problème, ce n'est pas en renforçant nécessairement les forces de police. Il faut les renforcer vu la situation actuelle. Ce n'est plus possible. Mais notre société est en crise. Exactement. Il y a une crise profonde. Les choses montent. Ben, aujourd'hui, à la radio, j'entendais de pauvres dames qui se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas de transport depuis 2 jours. Pleuraient pour les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Il y a des gens qui sont complètement isolés par rapport aux soins du centre hospitalier, qui ne peuvent pas avoir d'informations. Je trouve que véritablement, plus les choses avancent, plus nos compatriotes, nous souffrons tous de cette société. Alors, je comprends d'autant moins que vu l'alignement des planètes et que l'occasion nous est donnée de nous pencher sur notre société, nous ne le fassions pas. Il faut le faire. Et il faut vraiment se poser des questions, mais les choses n'évoluent pas. Vous imaginez 3 meurtres en une semaine, mais c'est pire que le Far West. C'est quelque chose d'inimaginable. Je voulais dire ça. Ouais. Michel, non, mais bon, pour l'essentiel, ce que Philippe a dit. D'accord. Oui, il faut renforcer les moyens de répression, la justice, etc. Bon, mais sur ces questions-là, je m'excuse, ce n'est pas un policier que je vais demander ce qu'il faut faire. Comprenez? Mais il vit ça au quotidien, oui, Michel. Oui, mais il est à travers un prisme. À travers un prisme. Moi, je vais lui demander. Je vais bien préciser. Oui, attends, j'ai pris la peine de préciser. Oui, il faut donner des moyens aux policiers, à la justice aussi. Bon, donc, interrogeons le syndicat Alliance, interrogeons la procureure de la République. D'accord. La procureure de la République vous dira qu'elle peut même mettre les gens en prison puisque la prison est déjà pleine. Bon, c'est ce qu'elle a dit dans son interview. Bon. Ça, c'est une chose. Mais le fond du problème, c'est ça, c'est la société qui est en crise. C'est l'éducation. Et on parlait du SMA tout à l'heure. Ben oui. Mais oui. Mais oui. Il faut. Mais oui, je suis partisan. Je suis partisan, je le dis tout de suite, d'utiliser. Il y a une partie de notre population qui est déjà en dehors des normes, qui n'est pas récupérable. Mais dis-le, Michel, tu es partisan du retour du service militaire. Je suis partisan d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre du service militaire et de la possibilité, quand on a des jeunes adultes qui n'ont pas été éduqués, quand un type ne sait pas à 25 ans qu'il faut se brosser les dents le matin, il faut qu'il entre dans une unité de l'armée pour qu'il se lève le matin, qu'il fasse son lit au carré. Tu fais ton lit au carré, Michel? C'est difficile. Maintenant, mais il l'a fait un jour. C'est difficile, croyez-moi. C'est terrible. Tu fais ton lit au carré aussi? Bon, mais j'étais obligé. Mais il le fait plus. Bon, mais vous avez compris à travers cet exemple ce que je veux dire. Il y a des gestes élémentaires. Bon, dire bonjour. On se brosse les dents. Dire bonjour. Tu comprends? Oui. Bon. Se lever. Bon. Donc, par conséquent, il y a une partie de la population qui est sortie Et il faut... Tu m'excuses, à Cuba, on a rééduqué les gens. Ouais. Mais oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est Chirac, pour des raisons électorales, qui a supprimé ça. Alors, ce n'est pas simple. Bon, légaliser le cannabis, c'est baisser les bras.
Alors, c'est baisser les bras. Parce qu'on ne peut rien faire, on baisse les bras. Non, mais déjà, je pense, en toute sincérité, je pense que le problème n'est pas celui, par ailleurs... Pour la violence. Oui, non, pour la violence, le problème n'est pas celui du cannabis, mais bien celui de la cocaïne. C'est la cocaïne, oui. Qui rapporte beaucoup plus... parce qu'on me fait signe que c'est fini, il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas vu. Donc, juste, très rapidement, le problème, c'est auquel on est confronté, c'est le problème de la cocaïne, et c'est avec la cocaïne que viennent les armes. Bon, parce que ça représente évidemment 1 kilo de cocaïne, ça représente des milliers et des milliers d'euros. Je dirais, si il faut demander, il y a plusieurs policiers. Il y a des policiers enquêteurs, et il y a des policiers enquêteurs internationaux qui remontent également des filières. Donc oui, il faut leur demander aujourd'hui de quels moyens ils ont besoin pour pouvoir gérer ce qui est infernal, même si on n'a pas des milliers des cents de côtes, mais le peu de côtes que nous avons, ce sont des passoires. Bon, quels moyens nouveaux, ce fameux radar, mais également des moyens maritimes et des moyens en personnel, parce qu'il y a aussi un problème dans les effectifs. Il y a déjà on va dire un concert d'action qui s'appelle l'OCERTIS, donc qui allie les forces de police, les forces de douane, les forces de gendarmerie et l'armée pour lutter contre un certain nombre de choses, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et la deuxième chose, évidemment, c'est chez certains trafiquants et chez une jeunesse également, ce rapport à la vie qui est de plus en plus bas. Je tiens à dire, moi, on peut être inquiet. Il faut qu'on passe à autre chose, Béatrice. Non, juste pour autant, moi je voulais juste dire que pour autant, là où il faut être vigilant, c'est que quand même, ces violences s'organisent essentiellement dans le milieu. Voilà. Bien. Alors, les prix à la consommation augmentent de 4%. Tu voulais réagir? Non. Okay. Augmente de 0,4% en août, de 5,3% sur 13 mois. Ça, c'est le spécialiste, là. Ça, c'est pour toi. Bon, alors, ce qu'il faut simplement dire, c'est que nous assistons quand même à un petit accalmie parce qu'il y a une baisse des prix des carburants en mois d'août, bon, avec notamment la ristourne de 15 centimes qu'on a appliquée en Martinique. Donc, deuxièmement, que cette inflation, elle est quand même encore en Martinique inférieure à celle de la France. Oui. Mais que l'accélération de l'inflation est devant nous. Voilà ce qu'il faut dire. Mais surtout, par contre, on a une inflation des produits alimentaires qui reste très forte. Et bon, et par conséquent, vous savez que précisément, si on parlait des seniors, c'est dans les budgets des familles. C'est dans les familles modestes que le poids de l'alimentation est le plus élevé, et aussi chez les seniors. Donc, et soit dit en passant, l'augmentation est de 12% sur l'alimentation. Non, pour détendre un petit peu. Dans les grandes surfaces. Pour détendre l'atmosphère, je garde religieusement mes bouteilles de rhum. Je vais monter dans les industries pour les remettre, puisque j'essaie de contribuer. Mais oui, j'essaie de contribuer. Bien sûr. Très modestement. Tu as acheté une bouteille de rhum? Non, je garde les bouteilles vides. Il faut faire consigne. Je garde les bouteilles vides. Je vais remonter pour les déposer. Tout à fait. Alors, les décès ont augmenté. Je sais pas. Les décès ont augmenté de 36% en Martinique en 2021 par rapport aux années sans Covid. Une hausse qui suit la courbe des procès épidémiques de Covid-19 selon l'INSEE. Les décès ont augmenté de 36% en Martinique en 2021 par rapport aux années sans Covid. Oui, alors... Michel, je me trompe peut-être. 4700 décès par an en Martinique. Il y a eu plus de 1200 décès de plus. Voilà. Bon, alors, l'INSEE avait déjà publié des chiffres. Bon, l'INSEE revient sur ça parce qu'on a pu avoir toutes les données, comparer les données de l'état civil et les données des hôpitaux. Et bon, donc, il se confirme, parce que c'est ça, pour le dire, il se confirme que l'année 2021 a été une année Covid. Bon, c'est-à-dire que, notamment, il y avait un pic. On n'a pas le schéma, mais dans Justice, nous avons tenu à publier le schéma de l'INSEE. Il y a un pic en juillet-août 2021. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'augmentation a continué un petit peu au début de l'année 2022. N'oubliez pas qu'on a eu quand même un confinement au début de l'année 2022. Par contre, avec Omicron,
le nombre de cas et le nombre de morts a singulièrement, bien qu'il y en ait toujours quand même, singulièrement diminué dans la deuxième partie de l'année 2022. Mais nous avons publié ça parce que on a eu des polémiques sur cette question en disant, il y a des gens qui disaient que c'est pas vrai, qu'on invente, c'est faux. Okay. Le Covid a tué en Martinique et a tué beaucoup plus qu'en France. Ça va pour tout le monde, ça va. Alors, fuite de gaz sur Nord Stream 1 et 2, soupçon de sabotage en mer. Alors, les Russes disent que ce sont les Américains disent que ce sont les Russes, on ne sait pas. Et aujourd'hui, apparemment, il y a une troisième... Quatrième. Donc, on saura par la suite peut-être quand les éléments vont être déclassés dans 50 ans. Nous péquons là encore. Merci beaucoup, Philippe. Tu as une question importante que tu n'as pas traitée. C'est les sargasses. Oui, on traitera ça la prochaine fois. L'arrêt du 15 juin 2022 est important pour nous, en matière de vente d'immeubles, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un vice caché. On reconnaît maintenant que les sargasses aux alentours d'une villa, au bord du littoral, bien sûr, au bord de mer, constituent un vice caché, ce qui n'était pas le cas. Parce que le vice caché étant, par exemple, est un vice qui est dans la maison, et qui empêche l'usage normal de la maison. Et jusqu'à maintenant, les sargasses étaient considérées comme un vice naturel, donc en dehors de la maison, et n'ayant pas d'influence sur l'usage de la maison. Et cet arrêt change totalement la jurisprudence et admet, n'est-ce pas, l'évolution de la climatologie et des caprices du climat. Maintenant, lorsque on vend une maison et que l'on ne dit pas, ou que l'on ne sait pas, ou que l'on ne dit pas qu'il y a effectivement des sargasses qui arrivent à proximité, donc l'acquéreur a la possibilité de demander soit l'annulation de la vente, soit la réduction du prix. Donc c'est extrêmement important maintenant, puisqu'il y a maintenant une spéculation foncière extrêmement importante. Les gens veulent se débarrasser des villas en bordure de mer. Donc ça coûte moins 25%. Donc c'est moins 25%. Donc ils veulent s'en débarrasser. Alors ça touche la côte atlantique. Mais peut-être la côte Caraïbe plus tard, peut-être que les risques de vagues de submersion entreront en ligne de compte. Sur un immeuble avec sur la Shellshare, au Lido, là, donc du coup, ça perd. Mais c'est un immeuble qui est dangereux. C'est un immeuble qui est construit sur les maisons qui appartenaient au Magalon Greno, le vieux docteur Magalon Greno. C'est un terrain privé sur les 50 pas, et ils ont construit un immeuble de rapport de 8 appartements, mais en bordure de mer, pratiquement sur la plage. Et effectivement, moindre... mais bon, la mairie a dit que... Non, mais c'est un terrain privé, donc apparemment c'est légal. Mais les risques... Mais actuellement, on a évolué, la jurisprudence évolue en fonction n'est-ce pas, du climat, donc peut-être qu'il faudrait revoir les textes à ce niveau-là. N'oubliez pas que le docteur Magalon Greno, qui n'existe plus, bien sûr, a été président du Conseil général et avant-guerre. Avant-guerre. Et quelque part, mon père était apparenté, et mon père, qui était de conditions très modestes, a pu faire ses études parce que Magalon Greno est intervenu pour lui faire attraper une bourse en même temps que Césaire. Ton père était juge? Il est devenu juge. Après. Mais ce que je veux dire, c'est que Magalon Greno a eu un rôle social et il a pu faire avoir à Branchy et à Césaire une bourse pour partir en France. Un détail sur Magalon Greno. Vu l'époque, je le voyais. Il se baignait en face de sa maison, donc à Shellshare, et Bouglagadeka mettait en protège-bord, parce qu'il se teignait. Il se teignait la barbe, et pour empêcher qu'elle la teinture ne disparaisse, il mettait un protège-bord. Voilà. Anecdote. Alors, Charles, quand ça viendra, pense à ça. Il paraît que c'est à la mode. Je voulais juste apporter toute ma solidarité à toutes ces personnes
en bord de route en ce moment et qui ne bénéficient pas du transport public, pas même du service public minimum de transport. Je trouve que nous avons là atteint un stade de l'inadmissible, le plus crasse, et j'invite les responsables à prendre leurs responsabilités. On ne peut pas laisser la population martiniquaise dans de telles difficultés plus longtemps. Il y a du droit, il y a la loi, nous avons le pouvoir de mettre en place un service minimum, mettons-le. Bien. Merci à tous les quatre. Tout à fait. Merci à tous les quatre pour ça. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses encore cet après-midi, ce soir avec nous. Donc, à bientôt. Passez une excellente semaine. Merci, monsieur Maître Philippe. Ça va faire la fête des pieds. Merci, Michel. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Merci, Léa. Merci, Mano. Voilà. Merci, Mano. Merci au réalisateur. À bientôt.